Et alors justement, on a le sentiment que si on persiste toujours dans la lignée de la politique américaine, c'est d'autant plus déplorable que pour les États-Unis, c'est pas toujours très néfaste, j'allais dire, puisque là, on parle de comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec. On sait bien entendu que l'Ukraine a perdu très lourd dans ce conflit, que l'Europe a perdu très lourd dans ce conflit. Mais les États-Unis, qu'en est-il? Est-ce qu'ils sont vraiment perdants dans cette affaire? Ils le sont quand même, et d'ailleurs on voit qu'ils sont empruntés avec cette histoire, parce qu'ils ne savent pas comment la terminer. Ils ne savent pas comment la terminer, ils s'aperçoivent bien que c'est un échec. Et je pense que d'ailleurs, peut-être aujourd'hui, et c'est là aussi où il y a des leçons à tirer, peut-être aujourd'hui, les Américains ont sans doute mieux perçu l'échec de l'affaire ukrainienne que les Européens qui continuent à se convaincre que c'est une réussite. Et on voit depuis déjà de nombreux mois, et je pourrais dire pratiquement depuis une année, les Américains pressentent cet échec et poussent les Ukrainiens à aller à négocier. Ils ont essayé de faire des tentatives, mais les Ukrainiens restent la pierre de touche de toute cette affaire. Donc les Américains ils en sont à la fois les instigateurs et les victimes d'un conflit qu'ils ont mal estimé, qu'ils ont mal évalué, et ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils ont fait une énorme erreur. Et ils ne savent pas comment s'en sortir. Et ils ont peur aujourd'hui de négocier avec la Russie, parce que aujourd'hui, qui est demandeur pour négocier? Ça n'est pas la Russie. Ce sont les Occidentaux qui sont demandeurs. Et quand vous êtes demandeur, ça veut dire que vous avez le sentiment... Les termes de négociation, on ne les impose pas, oui. Voilà, exactement. Et par conséquent, on est dans une situation où les Américains ont très bien compris qu'ils ont mal joué, et il y a quand même, les Américains ont beaucoup de défauts, on est d'accord là-dessus, mais ils ont cet avantage, c'est qu'ils ont la capacité de reconnaître lorsqu'il y a un problème et comment dire, ils ont plus la capacité de mettre des nuances à leur politique que nous. Et vous voyez, en Europe, on n'a pas mis le moindre bémol à notre politique. Bien au contraire, on s'est efforcé de renforcer l'industrie de l'armement en Ukraine, par exemple, ces derniers mois, alors qu'elle se fait bombarder maintenant. C'est devenu un aimant à missiles ces dernières semaines. Donc, on voit bien que l'Europe n'a pas de politique. Les États-Unis ont une politique, elle est plus perfide, elle sait utiliser les autres, en l'occurrence les Européens, mais ils ont quand même la capacité de voir quand ça ne va pas. Et ça, c'est une force que nous n'avons pas. Alors, j'ai le sentiment tout de même qu'on a vu certaines inflexions dans le débat public en France, et tout particulièrement quant à la contre-offensive de printemps. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite l'évolution du général Yakovlev. Les tentatives de le percer ont échoué. Je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de percer. Ils se sont trop entêtés, selon vous? C'est mon sentiment, oui. Et donc, du coup, ils ont perdu des hommes pour pas... Je pense, oui. Ils n'ont pas percé la deuxième ligne, ni la troisième, donc il en est toujours resté pour les Russes. C'est pour ça, il y a un moment où quand on tape dans le mur, il faut arrêter de taper dans le mur. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Parce que finalement, le général Yakovlev, c'est aussi celui qui disait que la contre-offensive avait réussi, que les Ukrainiens étaient valeureux et qu'il fallait qu'ils continuent, que la victoire était au bout du chemin. Et là, il dit, bon, il aurait fallu moins s'entêter, il aurait fallu nous écouter. Bon. C'est parce que ce sont des militaires qui sont plus mis dans la peau d'historiens que d'analystes. Et c'est un peu ce que je reproche, pas seulement à M. Yakovlev, que je connais par ailleurs, puisque je l'ai rencontré lorsque j'étais à l'OTAN, et qui était d'ailleurs un homme remarquablement intelligent. Enfin, j'espère qu'il l'est encore, d'ailleurs, mais que je pense quelqu'un remarquablement intelligent. Le passé s'impose. Mais je pense surtout que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on vit à l'heure des narratifs. Et le propre d'un militaire, c'est de s'attacher aux faits et non pas de faire de la politique. C'est pas pour rien qu'on impose, typiquement en France, ce devoir de réserve. Oui. Parce que le militaire
a cette particularité, c'est qu'il doit s'attacher aux faits et rien qu'aux faits, parce que sur le champ de bataille, finalement, c'est les faits qui comptent, c'est pas la politique. Et je pense c'est important. Maintenant, la remarque qu'on vient d'entendre, oui, je pense qu'effectivement le général Yakovlev l'a fait à un moment où il était inévitable de constater que les Ukrainiens perdaient du terrain. Le problème, c'est qu'on pouvait le voir avant. Et que le propre du militaire, c'est pas d'absorber la situation, qu'elle le surprenne à chaque moment, c'est justement d'anticiper l'événement sur la base des faits, sur la base de ce qu'on voit, sur la base des indices qu'il y a. Et a fortiori un général doit être en mesure de détecter ces éléments qui indiquent où sont les points forts et où sont les points faibles. Or, les points faibles de l'Ukraine étaient visibles déjà bien avant la contre-offensive. Ils étaient déjà finalement observables en mars 2022. Déjà là, et ce n'est pas pour rien que c'est à ce moment-là que Volodymyr Zelensky s'est tourné vers la Russie et a cherché à négocier avec la Russie. Parce que lui, et sans doute son état-major, avaient très bien compris qu'ils étaient dans une situation extrêmement difficile. Nous sommes, nous, convaincus qu'il gagnait et que la Russie avait perdu. C'est pour ça qu'on est allé conseiller à Zelensky de retirer l'offre qu'il avait faite aux Russes.